Bonjour, je suis Thierno Niang, entrepreneur culturel basé à Bruxelles. Je suis très heureux d'être l'invité de The African News dans votre émission Politics. Bonjour, bienvenue dans l'émission Politics. Aujourd'hui, nous allons recevoir Thierno Niang, entrepreneur culturel basé à Bruxelles, en Belgique. Nous sommes très heureux de l'avoir dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être invité dans l'émission Politics sur The African News. Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Thierno Niang, entrepreneur culturel basé à Bruxelles et bien sûr entre Dakar et Bruxelles où je développe pas mal d'activités culturelles avec beaucoup d'artistes sénégalais mais des artistes aussi africains en général. De quoi s'agit-il, le métier d'entrepreneur culturel? Waouh, le fait de développer ce métier en tant qu'entrepreneur culturel, pour moi, c'est d'essayer plus ou moins de travailler à accompagner les artistes à pouvoir diffuser leur création. Diffuser leur création justement sur l'international, mais parce que quoi qu'on puisse dire aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup d'artistes à travers le continent africain qui sont très talentueux, très créatifs, mais parfois ils ont du mal un peu à exporter toute cette création vers les pays européens. Donc, lorsque je suis arrivé en Belgique il y a quelques années de cela, moi je jugeais nécessaire quand même de travailler dans ce secteur culturel que je connais très bien parce qu'auparavant au Sénégal, j'ai fait des formations en animation culturelle, gestion de projets culturels, conception, réalisation de projets artistiques. Donc quand je suis arrivé aussi naturellement, j'ai resté dans ce même secteur-là parce que c'est d'abord une passion avant d'être traduit comme un métier. Donc c'est très important de le rappeler à toutes les personnes qui souvent pensent que voilà, tu es tombé dans le milieu comme par hasard. Non, c'est pas du tout la question. On a vraiment tracé un chemin depuis le Sénégal et qu'ici on développe pas mal d'activités, notamment avec des institutions culturelles à Bruxelles, avec qui on a travaillé sur pas mal de projets depuis 2014. Je pense citer le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec qui je travaille jusqu'à maintenant sur plein de projets qui touchent non pas le Sénégal seulement, mais les autres pays africains en général. Parce que l'idée, c'est justement d'arriver à pouvoir insérer nos artistes dans le circuit professionnel européen. Parce que souvent, nos artistes sont dans ce que j'appelle un peu le microcosme africano-africain. Ils veulent vraiment développer des projets tout en restant dans la communauté ou bien dans les communautés. Donc moi je me dis que parfois aussi c'est important de développer ces choses dans la communauté, mais il est important aussi de s'ouvrir à d'autres nationalités qui ne sont pas du tout des Africains, parce que c'est là où ça devient important, parce que c'est une découverte pour eux, et je pense que moi je conçois la culture comme une clé pour permettre à des gens d'ouvrir des portes et de changer. En tant que Sénégalais, comme vous dites tout à l'heure, vous travaillez d'abord avec les artistes sénégalais. Quels sont les artistes avec lesquels vous avez collaboré et que vous avez eu la chance de produire ou bien d'accompagner à Bruxelles? Ah oui, beaucoup d'artistes sénégalais, hein. Justement, pour ne pas être très... Semaine passée, j'ai fait venir Carl D à Bruxelles
Et auparavant, c'est en 2018 que je l'ai fait venir pour la première fois à Bruxelles. C'est un artiste avec qui je collabore beaucoup parce que quand même, voilà, moi au-delà de tout, c'est un artiste que je respecte énormément, non seulement de son talent, mais l'être humain. Parce que je l'ai côtoyé un peu et je sais très bien qu'au-delà d'être un artiste, c'est une personne avec beaucoup de qualité. Et naturellement aussi, j'ai collaboré avec plein d'autres artistes, notamment Youssou N'Dour, avec qui on collabore sur des projets sur Bruxelles. On a organisé en compagnie de Dakar Compagnie, qui est une société basée à Bruxelles, et Fernos. Nous avons réalisé 2 de ces concerts en 2018 au niveau du Palais 12 à Bruxelles et au niveau du Forêt Nationale en 2019. Auparavant aussi, plein d'autres artistes avec qui la liste elle est longue. Donc pour ne citer que cela, pour moi c'est des artistes avec qui on a eu la chance de collaborer, avec qui qu'on collabore jusque maintenant. Pour vous, c'est important de démocratiser en tout cas la musique africaine à travers l'international? Absolument, absolument. Dans la mesure où moi je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les artistes voyagent. Pour moi, un artiste doit pouvoir sortir et promouvoir sa création. L'Afrique bouillonne de talent, bouillonne de créativité, mais quand même, c'est important que ces artistes-là puissent découvrir d'autres univers, puissent découvrir d'autres cadres pour exprimer bien sûr leur talent. Mais quelque part aussi, c'est important de rappeler à tous ces artistes africains qu'il faut une bonne base au niveau de l'Afrique avant de prétendre d'aller vers l'international. Parce que moi je conçois que dès que tu sors un peu ton pays d'origine, même le pays frontalier, quand tu rentres dans le pays frontalier, tu es sur l'international. Géographiquement, tu es sur l'international. C'est pas parce qu'on doit tout le temps venir se produire dans le nord qu'on est véritablement, ou bien dans les pays européens, qu'on est sur l'international. Il faut que ces artistes-là comprennent ça et que aussi nos artistes devraient travailler davantage à pouvoir développer des collaborations dans le sud. Pour moi aussi, en Afrique, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un marché assez important culturellement qu'on doit développer davantage entre les pays du Sud, parce que c'est énorme comme opportunité de pouvoir échanger et les initiatives qui naissent un peu partout aussi à travers des salons, des festivals. C'est important que les artistes puissent être vus en premier sur le continent avant de s'exporter sur l'international. En tant que promoteur culturel, quel message lancez-vous aux artistes africains dans leur globalité? Qu'ils travaillent davantage à avoir une assise au niveau des pays africains. Vous savez, aujourd'hui, moi je pense que la culture est un secteur assez important, mais malheureusement, on a encore des gouvernants qui n'ont pas une certaine lecture cohérente de l'économie créative qui se trouve dans le secteur culturel. Et je pense que le secteur privé, au niveau de l'Afrique en général, les gens qui sont en train de développer des projets dans le secteur culturel et qui sont dans le privé, comprennent les enjeux. Maintenant, ils devraient quand même aussi avoir beaucoup plus de concertation et d'échange entre ces personnes qui sont des professionnels, des opérateurs culturels en général, qui travaillent dans le secteur privé et nos gouvernements, afin de les conscientiser sur les enjeux et l'économie qu'on pouvait tirer justement dans le secteur culturel organisé et qui pouvait largement contribuer sur le développement de nos pays. Pour rappel, en 2018, ici à Paris, le secteur culturel a contribué plus que l'industrie automobile sur le PIB français. Donc je veux dire, c'est un secteur, si on arrive à l'organiser comme il se doit, on peut arriver à mettre en place, je veux dire, et accompagner ces artistes et que tout le monde en bénéficie et notamment, bien sûr, nos gouvernants. Mais nos artistes aussi, il y a ce fameux problème d'inorganisation
du secteur culturel en général en Afrique, et qu'on doit avoir davantage des administrateurs culturels, des professionnels de la culture qui essaient un peu d'organiser le secteur afin de permettre à l'État aussi de pouvoir accompagner les artistes et les acteurs et opérateurs culturels. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous avons un acteur culturel qui va nous parler de politique. Pourquoi ? Parce qu'il a un lien avec le journaliste sénégalais d'investigation Pape Alé Niang, arrêté depuis le 8 novembre. Dans le cadre d'une manifestation au soutien du journaliste d'investigation, Thierno Niang, son petit frère, a bien voulu répondre à nos questions par rapport à ce dossier. Thierno Niang, votre frère Pape Alé Niang a été arrêté par l'État sénégalais. Quelle est votre impression par rapport à cette arrestation avant d'entrer dans le dossier que vous connaissez déjà? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, le monde entier est au courant que le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a été arrêté dimanche dernier. Moi, je ne parle même pas d'arrestation, mais c'est un enlèvement. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Pape Alé habite à Dakar, vit à Dakar depuis qu'il est né, et tout le monde le connaît à Dakar. L'État sénégalais le connaît ses bureaux où il habite. S'ils avaient envie vraiment de le convoquer pour une audition par rapport à quelque chose qu'il a commis, pour moi, en fait, c'était tout simplement normal de lui remettre une convocation. Et je sais pertinemment que si Pape Alé avait reçu une convocation de la part de la sûreté urbaine, il allait se présenter devant le commissaire ou bien le commandant ou bien les responsables de la police qui souhaiteraient un peu l'entendre. Le connaissant très bien, il allait répondre à la convocation parce que c'est un citoyen sénégalais, justiciable comme tous Sénégalais. Donc, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pourquoi ils ont enlevé Pape Alé Niang dans les rues de Dakar, parce qu'il était en train de changer les pneus de sa voiture sur l'allée Pape Gueye Fall qu'on connaît, et les gens de la sûreté urbaine l'ont trouvé sur place, le kidnappé, l'enlevé et l'amené au commissariat central comme un bandit de grand chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation au Sénégal qui devient de plus en plus compliquée et complexe, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de reproches que les Sénégalais font à la justice sénégalaise en général. Et là, Pape Alé a été arrêté, entendu par le procureur de la République, et justement, comme tous les Sénégalais le savent, il est présentement en prison. Que lui reproche-t-on? Bon, moi je pense qu'au début, il y avait des chefs d'inculpation qu'ils ont concoctés, mais au fur et à mesure, je pense qu'eux-mêmes, ils se sentent un peu coincés sur les chefs d'inculpation. Tout au début, ils ont dit le rapport qui a été commandité par le général Tine suite à l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, le rapport interne de la gendarmerie, on lui reproche de divulguer ce rapport, qui, entre guillemets, je mets bien les guillemets, est un document estampillé secret de défense. Donc, pour rappel, le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr est une masseuse qui accuse le président, le leader du PASTEF, le parti PASTEF Les Patriotes, de viol et de menaces de mort. Un dossier qui a fait pas mal de débats, en tout cas depuis l'année dernière, en 2021, et qui est toujours en cours. C'est sur ce dossier-là que Pape Alé, qui est un journaliste d'investigation, a diffusé des documents. Mais justement, les documents avant même Pape Alé. Il faut rappeler que ce même document a été brandi par le président du parti PASTEF en pleine conférence de presse. Donc il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte.
Donc, ce dossier qu'ils ont jugé estampillé secret défense a été brandi par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko en pleine conférence de presse. Donc, quand ils ont concocté leur chef d'inculpation, à un certain moment donné, ils ont vu que c'était pas possible parce qu'ils sont tombés dans un piège. Ils sont revenus pour dire que Pape Alé, on le poursuit par recel de documents administratifs dont la hiérarchie n'a pas donné l'autorisation de diffusion. Mais moi je pense que Pape Alé ne fait pas partie de la gendarmerie ou bien de la police sénégalaise. Donc Pape Alé n'a pas de hiérarchie à respecter avant de diffuser un document. D'autant plus que Pape Alé lui-même a dit que le document qu'il a diffusé, il l'a trouvé sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas la première personne à diffuser ce document qui reprend un peu des noms codés, Oscar Sierra, dénommé Ousmane Sonko, etc. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est que Pape Alé lui-même, il savait que il allait tomber entre les mailles du filet de la police et de la gendarmerie. Il le savait pertinemment. Parce que son propre avocat, Maître Moussa Sarr, a dit clair, net et précis que le mercredi passé, Pape Alé Niang est venu discuter avec lui dans son bureau pendant 4 heures de temps. Et il l'a fait savoir que cette semaine-là, les gens ils vont venir me chercher. Il faut davantage que tu prépares un peu à faire face à ces personnes-là et en même temps préparer ma famille. Donc, je veux dire, Pape Alé, il est vraiment informé. Et je pense que c'est l'occasion de dire certaines pratiques qui sont en train d'être déroulées par le régime de Macky Sall. Je voulais vous faire une révélation que Pape Alé Niang lui-même m'a dit qu'il est en filature depuis plusieurs mois. Dès qu'il sort de chez lui, il y a des scooters qui le suivent, des policiers en civil qui le suivent. Il est sous écoute. Jusqu'à sa propre famille. On ne l'écoute plus lui, mais on essaie un peu de voir les gens avec qui il communique et ils essaient de mettre ces gens-là sous écoute. Pour moi, ça ne vaut pas la peine parce que nous sommes dans un pays où chaque être humain est libre d'avoir son point de vue. Pendant que Pape Alé est en filature tout le temps, lui, il a opté d'être un journaliste et un lanceur d'alerte, un journaliste d'investigation. S'il y a d'autres journalistes qui ont opté justement de faire autre chose et ils ne sont pas suivis, moi je pense que ça pose problème. Ceci dit tout simplement que quand tu es avec le régime, quand tu as des accointances avec ceux qui gèrent ce pays-là, tu as moins de soucis dans le pays. Tu peux vaquer à tes occupations, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas à filature, tu n'es pas sous écoute, etc. Mais dès que tu n'as pas le même point de vue que ces gens qui gèrent actuellement le Sénégal, mais bonjour les problèmes. Sa femme, ses enfants, la famille proche, vous les frères et sœurs, comment vous sentez-vous et qu'attendez-vous de la justice sénégalaise aujourd'hui? Mais la famille se sent super bien. Et c'est l'occasion aujourd'hui de magnifier la présence de sa femme et sa bravoure. C'est quelqu'un qui est là, qui a été là, et qui est tellement brave, c'est lui-même qui demande aux gens de se calmer parce que lui, elle sait naturellement gérer la situation. Et pour la famille, moi je pense que pour ceux qui nous connaissent véritablement, on sait très bien que nous, on est des combattants. Et qu'aujourd'hui, Pape Alé a choisi ce métier, mais il est conscient des dangers qui le guettaient depuis très longtemps. Et je pense que dans ce pays-là aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la justice. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, quand tu es avec le régime, tu as la liberté de détourner des deniers publics. En tant que membre de l'APR, ou bien du parti au pouvoir, ou bien de la coalition présidentielle, tu peux te permettre de voler l'argent du contribuable. Tu peux te permettre de te mêler dans des trafics de faux billets. Mais, dis-toi bien que tu n'auras pas de souci avec la justice parce que tout simplement, tu es avec le Père. C'est là où ça devient compliqué parce que si on reste sur le b.a.-ba,
que nous tous, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des justiciables. Si quelqu'un a des problèmes avec la justice, je veux dire, il faut naturellement que ces personnes-là soient des justiciables tout court. Mais ce qui est en train Et puis, je vois parfois des grandes gueules, je m'excuse du terme, qui sortent de partout pour nous dire qu'au Sénégal, il y a la justice, il y a la démocratie, etc. Mais moi, je vous renvoie un peu à ce qui se passe. Bougazeli, un ancien député de la l'APR qui est mêlé à des faux billets, il est en train de dormir chez lui, tranquillement. Mamour Diallo et Tahirou Sarr, ils ont été... L'OFNAC a été mise en place par le président Macky Sall. L'OFNAC a mis dans un rapport noir sur blanc que Mamadou Mamour Diallo et Tahirou Sarr sont une association de malfaiteurs. Ils ont été incriminés par le rapport de l'OFNAC mis en place par le président de la République du Sénégal. Mamour Diallo a été nommé semaine passée directeur de l'ONAS. Maintenant, c'est aux Sénégalais d'analyser la situation, d'essayer de comprendre à quoi joue le président. Parce que tout simplement, on ne peut pas accepter que des gens comme ça, qui devraient être traduits en justice, vaquent à leurs occupations, pendant que Pape Alé Niang on lui reproche tout simplement d'avoir partagé une information de la police. Ou bien, tout simplement, recel de documents qui n'est fondé sur absolument rien. Aujourd'hui, vous étiez en action à travers la manifestation de soutien sur Paris. Tout à fait. Un mémorandum a été signé par les manifestants, déposé à Mediapart. On sait que Mediapart est un organe de presse qui est aussi dans l'investigation. Pourquoi cette action est nécessaire? Mais c'est plus que nécessaire dans la mesure où Pape Alé n'est pas un Pape Alé tout simplement du Sénégal. Pape Alé fait partie de toutes ces organisations-là, d'investigation, de journalistes d'investigation, etc. Il est membre de toutes ces organisations-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui aussi, il est important que le monde soit au courant de ce qui se passe au Sénégal. Et c'est le début du commencement. C'est tout simplement les premières actions qu'on a posées aujourd'hui ici à Paris. La semaine prochaine, on sera à l'Union européenne, à Bruxelles, et la Commission européenne. Et il y a d'autres combats qui seront menés un peu partout à travers le monde. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le monde est assez ouvert et qu'un président de la République ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi et mettre la police et la gendarmerie sur les gens sans pour qu'autant les gens en parlent. Ce qui se passe au Sénégal, pour moi, le monde entier devrait être au courant de ça. Parce que tout simplement, le Sénégal a été justement, depuis la nuit des temps, un pays démocratique. Mais actuellement, ce qui se passe au Sénégal, je suis désolé de le dire, mais c'est de la dictature, au vrai sens du mot. On met sous écoute des gens, on essaie un peu de traquer des journalistes, on met des filatures sur des gens, mais personne n'a plus le droit de ne pas être d'accord avec un président de la République ou bien de ne pas être d'accord avec les pratiques du régime. Dès que tu n'es pas d'accord avec les pratiques du régime, mais toi, tu n'auras plus de paix dans ton propre pays. Mais c'est plus que inadmissible. Et qu'il faut que les organismes internationaux comme Amnesty, etc., soient au courant de ce qui se passe au Sénégal actuellement. Vous êtes en relation peut-être avec Pape Alé ou sa femme, en tout cas vous apporte des informations, son état d'âme actuel? Mais Pape a un mental de fer. Costaud, très costaud. Moi je le connais très costaud. J'ai eu sa femme naturellement ce matin. Il me dit, mais Pape, il est dans une dynamique mais incroyable. Parce qu'en fait, Pape s'est toujours préparé à aller en prison. Par exemple, quelqu'un qui s'est toujours préparé à aller en prison un jour ou au lendemain, ce n'est pas quelqu'un qui véritablement... Et que les Sénégalais oublient vite, ce n'est pas la première fois. C'est l'ancien président Abdoulaye Wade qui l'a mis en premier en prison. Ce n'est pas la première fois. Donc maintenant, mais moi, ce que je voudrais dire par là, c'est que, en tout cas, nous, la famille,
par ma voix, nous sommes extrêmement fiers de voir Pape aller en prison parce que tout simplement, il n'a pas volé l'argent du contribuable pour aller en prison. Il n'a pas fait des choses illicites qui l'ont conduit en prison. C'est dans l'exercice de son métier pour informer les populations qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Par exemple, on connaît des gens qui ont volé des deniers publics et qui vont à leurs occupations aujourd'hui. Quel est le message? Vous avez vu des messages de soutien à travers tout le Sénégal, mais aussi à Grenoble international. Quel est le message que vous lancez à tous ces gens qui sont là en guise de reconnaissance et de soutien à votre proche là, qui est actuellement dans des difficultés? C'est le moment de dire merci à tout le monde. Merci à tous ces organismes qui sont en train de se battre à écrire des mémorandums. Ces Sénégalais qu'on ne connaît même pas, qui sont un peu partout à travers le monde, à Paris, à Genève, en Afrique, aux États-Unis, qui se mobilisent pour la libération de Pape Alé Niang. Et je pense que cela montre que Pape Alé Niang devrait encore davantage remercier le bon Dieu. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec la justice, mais ça n'a pas pris cette ampleur-là. Pape Alé Niang a beaucoup travaillé pour ce pays-là. Moi, j'en sais quelque chose. Il a sacrifié sa vie, sa famille, ses proches pour la démocratie et le Sénégal. Parce qu'il me dit tout le temps, très souvent quand on discute, il me dit, moi, le Sénégal est au plus profond de moi. Je ne peux pas négocier des choses, je ne peux pas voir des choses qui essaient de freiner notre démocratie et que j'en parle pas. C'est le Sénégal qui est mon parti politique. Il me l'a très souvent dit. Il m'a dit souvent que c'est le Sénégal que j'aime. Je pourrais être ailleurs dans le monde. J'ai les possibilités d'aller vivre ailleurs. Mais j'aime le Sénégal et je serai ici jusqu'à ma mort. Donc aujourd'hui, je voudrais très sincèrement remercier tous ces personnes qui s'activent pour la libération de Pape Alé Niang. Mais parallèlement aussi, permettez-moi de remercier une partie, je précise bien mes mots, une partie de ses confrères. Parce qu'on a vu qu'il y a de ces confrères qui sont au Sénégal, qui sont vraiment honnêtes, qui sont véridiques dans leur discours et qui ne sont pas dans la solidarité de façade. Un peu partout dans le monde, on a vu des confrères s'activer. Mais par ailleurs, il y a d'autres confrères de Pape Alé qui font le tour des plateaux de télévision et des sites internet pour s'ériger en donneurs de leçons. Et qui profitent de cette occasion pour jeter de l'huile sur Pape Alé. Je voudrais tout simplement leur dire ceci. Vous savez, Pape Alé, il a très tôt compris une chose. Il a très tôt compris que bon nombre de ses confrères ne l'aimaient pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi Pape Alé, depuis un certain temps, il s'est démarqué de tout ce qui est télévision, il a créé son propre truc, c'est pour être indépendant et s'éloigner de tous ses confrères qui font semblant de l'aimer, or c'est pas sincère. Maintenant, ces confrères-là qui profitent de l'absence de Pape Alé Niang pour dire tuer n'importe quoi sur la personne, je voudrais juste leur dire de se préparer en conséquence. Parce que Pape Alé sera libre. Pape Alé reviendra sur la scène médiatique, encore plus fort et plus costaud. Et qu'en ce moment, ils prendront leur dose de réponse. Parce que Pape Alé, pour qui le connaît, savent très bien que si tu essaies de l'égratigner, tu prends un coup. Et naturellement, c'est sa personne. On n'y peut rien. Mais quand même, moi, je pense qu'il y a de ces personnes qui sont en train de parler. Je leur demande de continuer à parler du mal sur Pape Alé. Je ne parle pas parce que c'est mon frère. Je parle en tant qu'un être humain. À côté, il y a des personnes qui s'organisent, en tout cas, qui continuent de s'organiser. Tout à fait. Pour soutenir moralement, physiquement aussi, Pape Alé et puis sa famille qui est au Sénégal. Quel est le message que vous lancez à ces personnes-là? De les remercier infiniment pour cet élan de solidarité vis-à-vis de Pape Alé Niang.
Franchement, si ils pouvaient rester chez eux, hein, dire que voilà, c'est pas notre, c'est pas notre problème, on peut se solidariser comme ça, mais ça s'arrête là. Mais des gens qui prennent leurs moyens, qui essaient un peu de mettre en place des actions, aujourd'hui, dans la manifestation qui s'est passée à Paris, il y a des gens qui sont venus de Luxembourg, d'autres de Lille, d'autres de la Belgique. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, je voudrais très sincèrement les remercier et leur dire surtout de continuer cet élan de mobilisation pour la libération de Pape Alé Niang. Parce que Pape Alé aussi, comme on le sait nous tous, on sait pertinemment que c'est quelqu'un qui essaie un peu de faire de telle sorte que les Sénégalais puissent être informés à temps de tout ce qui se passe dans le pays. Et naturellement, Pape Alé certainement reviendra vite chez les Sénégalais et continuer naturellement son boulot. Mais pour toutes ces personnes-là, on les remercie et on les encourage vivement à continuer cette mobilisation. C'est l'occasion pour moi de remercier les Sénégalais au Sénégal, parce qu'on a vu la mobilisation, la forte mobilisation depuis l'enlèvement de Pape Alé Niang. Et je voudrais justement leur dire de se préparer pour une très grande mobilisation le vendredi prochain à Dakar. Il y aura une très grande manifestation à Dakar et c'est l'occasion pour tous les Sénégalais de témoigner à Pape Alé Niang leur soutien. Il a besoin que de ça, de sentir que les Sénégalais sont debout comme un seul homme pour le soutenir dans cette épreuve. Malgré qu'on sait naturellement qu'il est très costaud, il gère la situation, mais nous on a besoin de cette mobilisation pour montrer à ces personnes-là que les Sénégalais sont solidaires, mais surtout les Sénégalais sont debout pour la démocratie et je veux dire, lutter pour que les gens aient la paix dans ce pays. Parce que l'atmosphère est tendue. Les situations sont extrêmement tendues dans ce pays et il va falloir que véritablement les gens se mobilisent pour qu'il y ait la bonne gouvernance et qu'on respecte les droits de l'homme dans ce pays-là. Il n'y a pas que Pape Alé Niang dans les prisons au Sénégal. Oumed Diagne, Mafia 4-4B, Cheikh Omar Diagne et tous les détenus politiques qui sont dans les prisons au Sénégal. C'est le moment pour moi que la population sénégalaise soit debout pour demander officiellement leur libération. Parce qu'ils ont été arrêtés, emprisonnés, mais sur des choses qui ne tiennent absolument sur rien du tout. Donc c'est l'occasion de lancer un appel, pas aux autorités de ce pays, mais aux populations sénégalaises, de combattre cette injustice, mais démocratiquement dans la rue. De montrer à tous ces gens qui sont dans les prisons, qui sont solidaires avec eux et qui vont se battre pour qu'ils soient libres et regagner leur famille.